GM tout le monde et bienvenue sur Mint & Drink, le podcast qui vous compile l'actualité NFT de la semaine et tout ça, le temps d'une bière. Nous sommes Paul et Devac, deux passionnés blockchain et amateurs de bière. Et comme à chaque début d'épisode, parlons volume et tendance du marché, mais avant cela, notre rituel hebdomadaire, quelles sont les bières de la semaine ? Et bonjour tout le monde, bonjour Devac, comment tu vas ? Super, et toi, salut Paul. Ça va, très bien. T'es en vacances, je crois. Je suis en vacances, pas de bière, parce que il est 10h chez moi. Il est 10h, donc il est on 11h, va éviter. il est 11h, mais on va éviter dès le matin de prendre une petite bière, mais je me rattraperai cet après-midi. Et toi ? Bah t'as bien raison, pareil, moi je suis au café pour l'instant. Écoutez, on est là comme chaque semaine pour vous parler, ou presque, pour vous parler des NFT, du milieu des tokens qui s'échangent avec des images dedans, avec des vagues. Donc on est passionné de ça et donc on va un peu détricoter, décrypter l'actualité des 2 dernières semaines parce qu'on n'a pas fait d'épisode la semaine dernière faute de temps vu que c'était les vacances. Et donc du coup, comme à chaque semaine, on va commencer avec les volumes globaux des marchés, des NFT. En général, on regarde ce qui se passe sur la plateforme OpenSea, qui est en gros le bon coin des NFT, sur lequel il se passe 90% voire plus des volumes NFT. Donc quand on regarde ce qui se passe sur OpenSea, on a une vision assez complète du marché et de l'activité. Et donc ce qu'on peut noter sur la semaine dernière et les dernières semaines globalement, c'est que on continue tranquillement notre bottom. Les marchés des NFT sont clairement en ce moment sur ce qu'on appelle un bear market. Donc en gros, les investisseurs ne sont plus beaucoup là, beaucoup de gens vendent et c'est un actif risqué sur lequel il y a de moins en moins d'argent qui va malheureusement. Et comme d'habitude, comme tu le dis, pas de conseils en investissement ici, on parle juste de l'actu. On essaie de le rappeler à chaque fois. Donc c'est comme tu disais, un asset très très risqué, surtout en ce moment parce qu'on est en bear market. On vous couvre juste les news de la semaine à chaque fois. Donc complètement. Voilà. Donc on est là pour décrire ce qui se passe. Donc de moins en moins de volume. Donc par où commencer ? En termes de dollars, si on regarde le mois en cours, on a eu 273 millions de dollars qui ont été échangés pour l'instant sur le mois d'août sur la plateforme OpenSea, donc 273 millions. Le mois dernier, juillet, c'était 528, donc comme on est à peu près à la moitié du mois, on est sur un mois à peu près similaire à ce qui s'est passé en juillet, c'est-à-dire des volumes assez faibles comparé au gros mois précédent, c'est-à-dire entre le mois de août 2021 jusqu'à mai 2022, où on était plutôt autour des 3 milliards. Donc là aujourd'hui 273 millions sur août par rapport à une habitude à 3 milliards. Donc les volumes sont beaucoup moins là. Maintenant c'est le cas sur l'ensemble des marchés risqués, l'ensemble des marchés technologiques comme les cryptos, comme Netflix, comme etc. En termes de nombre de NFT échangés, on a à savoir que, comme tu disais, le bull market sur les NFT a commencé en 2021 au mois d'août. Donc pour l'instant, si on compare cette année août versus 2021 en août, c'est vrai qu'il y a une vraie différence. Mais au moins là, on a une année complète, je pense, de data, d'historique, et je pense qu'on verra justement sur l'année prochaine. Parce que là, on est sur l'année complète, on était mi-bull market, mi-bear market. Donc, on a un peu une vision, on va dire, holistique. Et on verra, je pense, sur la deuxième année, comment ça se comporte, si on a les mêmes tendances ou pas. Oui, clairement, c'est le vrai premier gros test pour le marché des NFT, clairement. Un peu à la manière de ce qui a eu lieu sur le Bitcoin en 2013, en 2017, 2018. Où en fait on a vu ces énormes envolées très soudaines et ensuite quelques mois plus tard, voire quelques semaines plus tard, retomber comme un soufflet d'un coup. Donc on va voir si dans 2, dans 3 ans, le marché des NFT repartira parce qu'il y aura autre chose, un autre intérêt, ou est-ce que c'est voué complètement à disparaître. Avec des vagues, on a notre petite idée, mais évidemment, c'est à chacun de faire son avis à ce sujet-là. Sur le nombre de transactions, parce que au-delà de l'argent échangé, on aime bien avec des vagues regarder le nombre de transactions qui ont lieu, et on est sur le même trade que les mois précédents, donc c'est-à-dire que le nombre d'échanges est toujours aussi dynamique que précédemment. On était sur juillet à 1,7 million de NFT échangés, de nombre de NFT échangés. Ce mois-ci, on est à 750 000 à date, donc on va finir à peu près, bon an, mal an, dans les mêmes ordres d'idées. Ce qui est drôle, c'est que sur le nombre de NFT vendus ou échangés,
on n'a pas un crash comme ce qu'on pourrait le voir sur le nombre en valeur. Donc on voit vraiment que c'est impacté par que la baisse elle est vraiment due au prix de l'Ethereum qui a complètement crash. Parce que quand tu regardes au top, on était au janvier au top de nombre d'échangés, de nombre de NFT échangés, on était à 2,2 millions à peu près, 2,3 millions. Et sur le mois de juillet, on était à 1,7 million quand même. Donc, et là, sur ce mois-ci, on est à peu près à 760 000. Donc, en vrai, en termes de volume échangé, moi je trouve que c'est pas du tout dégueulasse quoi. Non, clairement, c'est clair que c'est pas dégueulasse. C'est effectivement le prix de l'Ether qui s'est cassé la gueule, et c'est aussi, on va le voir après, le prix de certaines collections, surtout dans les 2 dernières semaines, qui s'est complètement ramassé. Et donc le prix en Ether et en dollars du coup baisse, même si les échanges restent toujours plus ou moins aussi dynamiques. Et on parlera rapidement, je pense aussi du prix de l'Ether avec le merge qui arrive en septembre, parce que là le prix de l'Ether aujourd'hui à date il est quand même en train de remonter très vite d'ailleurs par rapport aux autres coins. Il prend des 20 plus 30% semaine après semaine, donc bon, on en reparlera après. NFT whale tracking. NFT whale tracking, donc les whales ce sont les baleines, c'est-à-dire les énormes portefeuilles qui sont capables, telle une baleine avec sa grande bouche, de ramasser plein de NFT parce que c'est pas cher pour eux. Des whales, une whales, on le définit sur la plateforme NFT Go. Il y en a à peu près 1500 des whales. Ce sont des portefeuilles crypto qui possèdent au moins $1 million d'actifs. Et donc avec Devac, on aime bien regarder ce que font les whales parce qu'en général, ce sont des gens qui ont des infos avant les autres et qui sont capables d'influencer beaucoup ce qui suit ensuite sur les plateformes. Donc on regarde sur les 7 derniers jours ce qui s'est passé au sein des whales sur les 10 premières collections achetées. Donc je vois que la première c'est Slacker Duck. Moi je vais pas pouvoir t'aider beaucoup sur cette liste. Tu fais très bien Devac, j'ai l'impression que je connais quasiment rien. C'est un traditionnel pump and dump. Donc pump and dump, c'est-à-dire artificiellement faire gonfler le prix d'une collection en faisant en sorte à plusieurs whales de l'acheter d'un coup, et ensuite, une fois que ça a bien monté, de tout revendre pour s'être fait un profit. J'ai regardé sur OpenSea, il n'y a quasiment pas de volume, donc c'est vraiment un truc de whales qui ont tenté de faire pumper ce truc-là, à mon avis. En revanche, sur la seconde, 8 Liens NFT, j'ai regardé un petit peu, j'ai écouté récemment le podcast de Overpriced JPEGs où il y avait l'un des fondateurs de 8 Liens qui parlait. En fait, c'est une collection qui a bien démarré la semaine dernière parce qu'elle a décidé de se lancer avec un mint gratuit. Ok. Et ensuite avec 0 royalties. Donc mint gratuit, ça se fait beaucoup en ce moment, depuis les gobelins, voilà. Mais l'innovation derrière, c'est qu'en plus derrière, ils se prennent 0% de royalties sur les reventes secondaires. Donc en gros, l'équipe qui a monté ce projet-là ne se rémunère pas sur la base ni de la vente au premier coup, ni de la vente au second marché. La seule moyen de se rémunérer pour eux, c'est que sur les 10 000, ils en ont gardé 1000 pour eux, donc ils vont revendre probablement petit à petit, mais du coup c'est une collection qui a bien marché parce que les gens se disent ok, les fondateurs vont prendre 0, c'est vraiment pour l'amour du jeu entre guillemets, et donc voilà. C'est assez innovant, ouais. On va voir ce que ça donne parce que souvent c'est court-termiste ce genre de projet. Est-ce qu'ils oui, c'est court-termiste maintenant et innovant, tu vois, c'est intéressant parce que le mec disait ouais c'est innovant, alors qu'en fait pas trop, parce que CryptoPunk c'était ça à la base. CryptoPunk, ils se sont lancés, je sais pas si le mint était gratuit ou pas, mais à mon avis, de toute façon, ça devait être du pareil au même, ça devait pas valoir grand chose en 2017. Et derrière, il y a 0% de royalties aussi. Et donc, le seul moyen pour l'équipe Larva Labs de se rémunérer sur la base des CryptoPunk, c'était qu'ils en avaient gardé effectivement dans un trésor, entre guillemets, et qu'ils les revendaient petit à petit. Et là, d'ailleurs, CryptoPunks, les royalties, ils sont toujours à 0 ? Je crois bien. Ok, je sais pas si tu peux le changer dans le contrat, ça. Justement, non, et ça a été le débat la semaine dernière avec le côté 660 dont on va parler. On va parler après. Ouais. Mais en fait, non, les royalties, tu ne peux pas les forcer dans un smart contract pour la simple et bonne raison que si jamais tu décides d'échanger un NFT gratuitement, de l'envoyer à un wallet, tu peux pas prélever des fees dessus. Et donc enforcer, après je suis pas un grand spécialiste pour être honnête, enforcer des royalties dans un smart contract, si c'est pas impossible, c'est au moins extrêmement complexe.
Et donc du Ok. coup, les royalties, chaque collection l'a fait appliquer à la mano par chacune des plateformes, donc OpenSea et les autres. Oui, c'est vrai. Et Ok, donc, ok. je dévie directement sur un sujet qui a fait pas mal de bruit dans le milieu la semaine dernière, c'est qu'il y a une plateforme qui s'appelle SudoSwap, qui a décidé en fait de n'appliquer aucune royalties. Donc, Ok. si, je sais pas, tu t'appelles Doodles, que tu as, je crois, de mémoire, 2,5% de royalties, ce que fait l'équipe Doodle, c'est qu'elle va mettre en vente sa collection sur OpenSea en précisant à OpenSea de bien mettre un fees à 2,5%. Et SudoSwap, eux, ils disent bah non, moi je fais ce que je veux et si je veux ne pas mettre de royalties, j'en mets pas. Et donc en fait, c'est une plateforme qui te permet d'acheter, de vendre des NFT, n'importe lesquels vraiment. Comme c'est décentralisé de toute façon, on est sur la blockchain, bah, ils ont le droit de faire acheter et vendre des collections. Mais donc avec 0% de royalties. Et donc il y a effectivement tout le monde qui est venu bâcher SudoSwap en disant que c'était pas normal de faire ça. Parce que si des artistes se rémunèrent sur la base des ventes secondaires, il n'y a pas de raison de venir bypasser ça et d'empêcher d'accord. les artistes de se rémunérer sur les royalties. Et eux, ils prennent un fees. Et SudoSwap, bonne question. Ils prennent peut-être bien un fees, ouais. Ouais, donc ça, c'est vrai. Donc Ok, ils se d'accord. sont fait complètement bâcher évidemment. Tu m'étonnes. Et donc voilà. Ok. Mais ça relance un peu un débat sur le fait que beaucoup de gens en ce moment se font complètement découper parce que leurs NFT valent 10 fois moins qu'il y a 3 mois. Ouais. Et donc ça peut se comprendre que certains disent si je revends à perte, tu vois, est-ce que c'est pas possible genre juste de bypasser les 5% de royalties de l'artiste quoi. Genre j'ai perdu déjà beaucoup d'argent, est-ce que c'est pas abusé de venir encore me prélever quand je revends le truc à perte, tu vois. Donc peut-être qu'à terme il y aura des collections où en fait le royalties va être prélevé peut-être uniquement sur la base du profit et pas seulement sur le prix global de ce que tu vends. Ouais, c'est intéressant de le voir comme ça aussi. Ouais, et de laisser carrément. surtout le choix à l'utilisateur de le vendre là où il peut optimiser son investissement. Donc s'il y a une plateforme qui permet de faire ça, Oui. et qu'il y a un échange qui peut se faire sur cette plateforme-là parce que les deux parties veulent justement utiliser cette plateforme pour faire l'échange, vu que c'est décentralisé, moi je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire. Après, tu as toujours le backlash de la communauté par rapport à la plateforme ou quoi. Ça, il faut le prendre en compte. Mais... Alors, SudoSwap, ils prennent 0,5% de fees par D'accord. rapport aux 2,5% de OpenSea. Donc, en vrai, ça se fait comme... Enfin, il y a des échanges qui se font aussi en OTC de main à main et il n'y a pas de fee, il n'y a rien en fait. C'est juste que voilà, les gens ils vont sur fait. Discord et ça se fait beaucoup, Oui. les grosses collections, les gens vont sur Discord et ils se disent on échange contre je peux comprendre des gens qui ont acheté des Bored Ape à 400 000 balles et qui veulent le revendre à 200 000 balles. Ils se sont déjà fait découper. 2,5% d'OpenSea plus 2,5% du collectionneur, ça fait 5%. Ouais. 5% de 200 000 balles, franchement, si tu peux les économiser, je comprends quoi. Ça fait quand même 10 000 balles. On passe à la suite. Ouais, on passe à la suite, pardon. Other Deeds, donc toujours dans le top 10, sachant que le métavers de Yuga Labs va bientôt sortir. T'as une date d'ailleurs sur ça? Ils ont annoncé ou pas? J'ai pas suivi. Non, pas encore. Ok. Non, il y a eu le test. Il y a eu le test en juillet. Concluant. Il y aura peut-être d'autres tests. Ok. Voilà. Artblocks 4ème, toujours assez performant. Ça, c'est des œuvres d'art digitales. Qui sont assez renommés dans le milieu. Donc si jamais vous connaissez pas du tout les NFT ou vous commencez à vous y intéresser, vraiment Artblocks c'est l'une des collections les plus solides, les plus robustes, les plus iconiques que vous pouvez fouiller un petit peu. Donc allez sur leur site, écoutez des podcasts qui parlent de Artblocks, allez dans leur Discord pour regarder ce qui se passe. Parce que voilà, là pour le coup on n'est pas du tout sur du scam, on est sur quelque chose de très legit et très reconnu par tout le monde dans la communauté crypto. C'est la Joconde du Web3 quoi. Ouais, absolument. Webaverse Genesis passe, je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Mais bon, on va passe, donc ça veut dire potentiellement c'est un ticket pour des utilités d'une collection. Aucune idée. J'ai pas suivi ce projet-là non plus. Pour l'espace. Goblin Town qui revient en 6ème position. Je pense que c'est dû au côté 660 qui est revenu en force avec les Moonbirds. On va en parler juste après. Donc 660, on va parler après justement. On va en parler juste après. Ouais. Et puis c'est une collection aussi où il y a eu un free mint, donc pareil, c'est un peu dans l'air du temps. Les ENS Domain 7ème, pardon. Ouais, non, mais en fait, ce ENS, je pense que tu connais très bien. T'en avais parlé plusieurs fois sur plusieurs épisodes. Ils sont encore là, hein, c'est marrant.
Ouais, ils sont relâs. Je crois qu'ils avaient un peu disparu. C'est revenu un petit peu sur le devant de la scène. Que dire sur les ENS? Ce sont des sortes d'adresses email en fait pour les NFT. Donc, c'est-à-dire que si Devac veut m'envoyer un NFT, plutôt que copier-coller mon adresse Ethereum, qui est en gros une série de chiffres et de lettres complètement imbitables, donc je lui copie, je lui colle et il colle ça dans son truc et il me l'envoie. Et ben je peux en fait enregistrer l'adresse pol.eth. Alors celle-là elle doit valoir très cher j'imagine, mais bon au début j'aurais pu la prendre. Mais en fait j'ai l'adresse pol.eth et en fait Devac à ce moment-là pour m'envoyer un NFT il a juste à taper pol.eth et ça va m'envoyer l'NFT plutôt que... C'est comme une adresse mail. Plutôt que l'adresse publique donc... qui fait 21, 24 caractères. Ouais. Exactement. Et donc en gros ça traîne pas mal parce que pour les ENS un peu stylés, ben, ça se vend et ça s'achète assez cher. Donc dans les plus valuables il y a celles qui sont des marques, je sais pas, par exemple Coca-Cola.eth doit valoir beaucoup d'argent j'imagine. Après il y a des mots clairs et simples, des prénoms et les fameuses ENS à chiffres, parce que beaucoup se disent que je peux aller dans un monde non latin, donc en Chine, en Asie, dans le monde arabe, et les chiffres, ça c'est entendu partout, par toute l'humanité, où qu'on soit. Donc si j'ai l'adresse 1234.eth, bah, c'est super stylé parce que ça me permet d'échanger facilement des NFT. Donc celle-là en fait, aussi... Ouais. Non, vas-y. Donc les ENS, les adresses ENS à 3-4 chiffres se tradent assez cher aussi. En fait, on retrouve justement... exactement le même comportement qu'on voit justement sur le web 2.0 avec les noms de domaine, clairement, où les gens spéculent en achetant plein de noms de domaine, .com, .fr, je sais pas, .ca, etc. Et espérer que la marque envoie un petit mail pour dire je te l'achète pour X millions d'euros. Mais bon, ça arrive aussi ici sur le web 3. NFTIF. 8e NFTIF. On va couvrir cette collection dans les Flash News, mais en fait c'est la collection de Alexandre Arnault et qui est CEO de Tiffany & Co. Donc en fait il a sorti une collection pour sa marque Tiffany & Co. Qui appartient au groupe LVMH. Et donc Anthony Arnault qui est le fils de Bernard Arnault. C'est Alexandre, pardon. C'est Alexandre, qui est le fils de Bernard Arnault, et donc il a sorti une collection avec une utilité, c'était de redeem un pendentif. Un pendentif Tiffany & Co. À l'image de son CryptoPunk, exactement. Uniquement les CryptoPunk peuvent avoir accès à ce NFT. Moonbirds, 9e, c'est plutôt de la vente que de l'achat, on va en reparler juste après. Et enfin 10e emblème Volt, que j'ai beaucoup vu passer, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Pareil. Et peut-être que c'est pas bien, parce que ça a pas l'air d'être un truc débile. C'est lié au RRPP. Ça te parle ou pas les RRPP? J'ai entendu ça dans un space, mais j'avoue j'ai pas trop cherché. Ouais, pas trop cherché non plus, mais de ce que j'en sais, c'est l'un des, voire peut-être le tout premier NFT en fait, les RRPP. Ok, d'accord. Ok. C'est un truc d'archéologue. Hein. D'accord, ok. Je regarderai. Il y en a deux que je vais regarder, la Webaverse et celui-là. Ouais. On passe aux news de la semaine. Yes. On commence par quoi, cher Devac? Est-ce qu'on commence par Tiffany & Co ou par les Moonbirds? Non, on va commencer par le Moonbirds. Je pense que c'est le plus gros sujet qui est aussi controversé. Mais ça annonce quand même pas mal de... En fait... Ouais, si tu veux, tu peux. Enfin, je sais pas comment tu veux commencer. Moi, j'ai quelques notes dessus par rapport à. Enfin, pourquoi ça a déclenché. Pourquoi on a eu cette discussion-là qui arrive à la table aujourd'hui. Notamment à cause ou grâce à Moonbird, parce que finalement, en fait, ça va remettre en question justement toute cette droit de propriété de ces assets. Donc, point hyper important pour vous tous. Long story short, en fait, pour la faire très résumée. Le gros débat dans le milieu, c'est de savoir qu'est-ce que tu possèdes quand tu possèdes un NFT. Quel droit tu as sur l'image que tu es censé posséder sur la blockchain, parce qu'en fait, acheter un truc sur la blockchain, ça ne peut pas forcément nécessairement dire que tu es propriétaire en fait de l'image de la marque de ton NFT. Et ça, c'était pas forcément évident pour tout le monde, et Moonbird a révélé ce problème-là sur le marché, quoi. Alors, je sais, sur Moonbird, j'ai pas tout l'historique. Comment ils ont minté
le NFT, ce qu'ils avaient, Moi, je l'ai plus ou la moins. promesse. pourrais Vas-y, m'amuser. commence alors, je suis après. Vas-y. Je vais pouvoir m'amuser. Donc Moonbirds, la collection, elle est sortie. On va pas refaire l'historique de Proof, mais c'est lancé par la boîte qui s'appelle Proof. Donc son fondateur Kevin Rose, qui est l'un des mecs les plus influents dans le milieu NFT. La collection a été mintée, si je me trompe pas, en mars. Sinon, c'était en avril. Mais peu importe, ça a cartonné. C'était 2 Ethers pour minter un Moonbird. Le lendemain, déjà, c'était à 6, 8 Ethers. C'est parti dans les tours. Je crois que c'est monté autour de entre 30 et 40 Ethers en tout, le Moonbird à l'époque. Donc, c'est vraiment, en fait, il faut savoir que c'est le lancement de NFT le plus massif de toute l'histoire des NFT. Et quand l'Ether était à 3000 ou 4000 $. Hein. Donc, ouais, quand l'Ether en plus était à 3 ou 4000 $. Ouais. Ouais, effectivement. Donc voilà, en termes de volume, en fait, vraiment pour une première semaine de lancement des NFT, c'est celle qui a le plus cartonné dès son lancement. Vous allez me dire pourquoi. En fait, Kevin Rose et Proof, ils sont pas mal liés à l'art NFT. Et donc, avant de lancer les Moonbirds, ils avaient déjà une collection de 1000 NFT qui donnait droit derrière d'acheter pour pas très cher des œuvres d'art d'artistes hyper reconnus dans le milieu des NFT. Et c'est pour ça en fait que les Moonbirds ont cartonné. C'est parce qu'en fait, c'est la promesse de pouvoir accéder potentiellement à des œuvres d'art exclusives pas chères, parce que Kevin Rose connaît tout le monde et qu'il est capable de convaincre des artistes en fait de lancer des projets avec lui au sein de la communauté. Donc voyez-le comme un espèce de passe d'accès privilégié aux Christie's en fait des NFT. Bon an mal an. Et donc du coup ça a cartonné et en fait dès le début, et je vais aller regarder tout de suite sur le site, mais dès le début ils promettent que quand vous achetez un Moonbirds, vous avez les droits sur votre Moonbirds. Donc vous détenez ce qu'on appelle en anglais l'IP, Intellectual Property, donc la propriété intellectuelle. Donc acheter un Moonbird, ça veut dire que vous avez la propriété intellectuelle du Moonbird. Jusqu'à là, tout va bien. Le problème, c'est qu'il y a 2-3 semaines, d'un coup d'un seul, sans prévenir personne, Kevin Rose annonce sur Twitter qu'il décide de changer sa politique de droit et donc de faire en sorte que la collection Moonbirds soit complètement libre de droit. Libre de droit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de propriété intellectuelle. N'importe qui peut prendre n'importe quel Moonbird, le mettre sur un t-shirt, le vendre sur internet, et lancer une marque de café en mettant le Moonbird dessus, et ainsi de suite. Un peu comme, ça a été beaucoup repris du coup dans le milieu, un peu comme Mona Lisa, qui est une œuvre qui est tombée dans le domaine public, et demain si toi Devac tu veux lancer une marque de mug avec Mona Lisa dessus, tu as tout à fait le droit, tu n'as pas besoin de demander l'autorisation aux héritiers de Leonardo da Vinci. Et c'est ce qu'on appelle Creative Commons 660. Creative Commons 660. Alors il y a plein de choses intéressantes là-dedans. La première, c'est que une fois qu'une collection devient 660, une fois que quelque chose devient 660, ce n'est plus révocable. C'est irrévocable. Donc on ne peut pas revenir en arrière et redonner des droits aux holders de Moonbird. Donc c'est quelque chose qui est définitif et irrévocable. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que il y a eu un changement en cours de route sans prévenir la communauté. Et ça a été un gros problème au sein des holders de Moonbird, évidemment. Ils se sont sentis, j'ai l'impression qu'ils se sont sentis un peu trahis parce que en fait la promesse initiale quand tu mintes et quand tu veux appartenir à cette communauté-là à un prix qui était assez élevé, c'est de se dire ok, j'ai l'IP, je fais ce que je veux de mon Moonbird et personne ne peut rien faire. Et là en fait en cours de lancement, ou on va dire après le lancement, mais je veux dire le projet il est encore vivant, il change complètement les droits et ça, comme tu dis, si on reprend un peu l'idée justement du smart contract, ça se fait pas sur un smart contract en fait, c'est juste, non, on va dire de la manipulation un peu légale. Oui. Le mec il a dit bah voilà, je pense qu'il avait avec ses avocats, il a juste changé ça derrière, il s'est quand même baqué sur l'impact que ça pourrait avoir. Passé apparemment en tout cas la communauté, il a même pas fait de vote, tu vois, genre juste il a voulu changer pour avoir un peu plus de visibilité, puisque finalement quand tu es en 660, c'est que n'importe qui peut faire n'importe quoi avec le Moonbird et ça donne de la visibilité
à la collection en fait initiale. En fait, c'est toute l'ambiguïté parce que oui, une fois que c'est 6-0, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Mais en même temps, tant que c'est pas 6-0, le propriétaire de la marque Moonbird peut aussi lui faire n'importe quoi. Autrement dit, Kevin Rose, quand il lance sa collection Moonbird, il dit bah voilà, chacun vous avez les droits de la propriété intellectuelle de votre Moonbird, super. Maintenant, si jamais demain Disney rachète Moonbird, Disney a le droit de dire attends, finalement, moi je décide que non. Et c'est Disney qui a vraiment la mainmise complète sur la propriété intellectuelle des Moonbird et peut révoquer en fait la propriété intellectuelle à chacun des holders de Moonbird. Donc en fait, beaucoup de gens disent en fait, tant que c'est pas 660, le patron de la boîte, il peut décider de ce qu'il veut, il est vraiment propriétaire. Donc du coup, derrière, évidemment, tout le monde se dit attends, quand je suis propriétaire d'un NFT, je suis propriétaire de quoi ? Si le patron du projet NFT peut décider de ce qu'il veut sans mon autorisation, non, je suis propriétaire de rien en fait. Je dépends complètement d'une entité centralisée qui, légalement parlant, a droit de vie ou de mort sur ce que j'ai le droit de faire avec mon NFT. Du coup, ça a été un énorme problème. En fait, ça remet en question complètement ouais. tout le système NFT en tant que tel. Voilà. Parce qu'en fait, on parle de décentralisation, mais c'est complètement centralisé finalement. Tu vois. Là, c'est complètement centralisé en termes de droit. Donc, quand vous possédez un NFT, vous possédez un token. Vous ne possédez ni une image, vous ne possédez ni un droit absolu et irrévocable sur votre NFT, et ainsi de suite. Donc ça va être un vrai débat. Il y a aussi autre chose qu'il faut surveiller qui est très controversée. On ne peut pas beaucoup en parler, mais ça va être important à suivre. C'est le fameux Riddler Rips. Je ne sais pas si tu te souviens. Je me souviens, ouais. C'est l'artiste qui a dénoncé le fait que les Bored Ape auraient développé une imagerie nazie et raciste, etc. Et donc il a voulu attaquer sur le front de la réputation les Bored Ape, et il a lancé une collection qui s'appelait RR Bored Ape. Donc c'était exactement les mêmes visuels que les Apes. Et lui, il s'est toujours défendu de dire en fait j'ai le droit de réutiliser ces images-là, elles sont pas protégées par quoi que ce soit, je fais ce que je veux en fait. Et donc, Yuga Labs, donc les propriétaires des Bored Ape, ont attaqué en justice cet artiste. Et donc, ça va faire école, en fait, parce que la question à laquelle va répondre ce procès et ce litige entre l'artiste et les Bored Ape, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire de posséder un Bored Ape ? Qu'est-ce que ça veut dire de posséder un NFT ? Tu vois, Riddler Hips, il dit tout le temps, bah voilà, il y a plein de Bored Apes qui se ressemblent en tout point. Ce sont exactement les mêmes singes, sauf qu'il y a un background avec une couleur différente. Donc, en fait, ça veut rien dire. Visuellement parlant, ce sont exactement les mêmes singes. Voilà. Et juste en parlant de Bored Apes, ce qui est intéressant, c'est que j'avais retrouvé un espèce de mapping pour que les gens puissent comprendre en fait le droit dans le monde du NFT. En tout cas, aujourd'hui, comment ça se passe. En fait, si on fait un mapping, on prend les deux extrêmes. Il y a 660, tout droit réservé. Donc, n'importe qui peut faire n'importe quoi avec cette collection. Donc, Moonbird est rentré Libre de droit plutôt. Libre de droit. Libre de droit. Ouais. Moonbird est rentré dans cette catégorie-là. À l'autre extrême, il y a ce qu'on pourrait appeler trade art. Donc, un V-Friends, par exemple, se trouve dans cette catégorie-là. Et en fait, ici, c'est en tant que holder, en fait, on possède la pièce en tant que telle, mais rien de plus. On peut pas commercialiser l'IP, c'est juste un collectible en fait. Et au milieu, et c'est là où c'est compliqué, au milieu, tu retrouves l'IP, par exemple, de Bored Ape. Ici, par exemple, Bored Ape, tu as le droit à l'IP de la pièce que tu possèdes, et donc tu peux commercialiser, faire du business avec cette pièce, en fait. Tu as aussi au milieu, on va dire, plus proche de 660, mais aussi Bored Ape, tu as ce que fait Doodles, par exemple. En fait, Doodles, il garde un peu un contrôle de l'IP. En fait, toute initiative doit avoir l'aval de Doodles, en fait. Donc, ils veulent avoir justement un contrôle sur l'image de Doodles. Par défaut, tu as le droit de rien faire. Par défaut, tu as le droit de rien faire, sauf si tu demandes l'autorisation et que ton projet il est ouf et que là, l'équipe se dit ok, fine. Donc, du coup, ils vont bien border le truc pour t'interdire de mettre des doodles sur des, je sais pas, du papier cul ou des couches ou des trucs comme ça. Quoi. Parce que c'est une marque familiale et qu'ils veulent pas spécialement justement retrouver leur doodle sur un truc porno. Ça peut arriver en fait. Oui, non mais c'est tout à fait logique. Et donc du coup voilà, chaque collection a plus ou moins géré leur comment on appelle ça,
la propriété de leur image en fait, parce que en fait là Oui. c'est un énorme risque aussi hein, pour Kevin Rose d'avoir lancé cette nouvelle Complètement. Alors tu vois, moi je pense qu'il s'est dit, moi ma collection elle est plutôt affiliée au monde de l'art crypto, plutôt qu'au monde de l'entertainment ou quoi. Et il s'est dit, si je veux être vraiment crédible auprès des gens artistes, il faut savoir que quelques jours avant les Moonbirds, il y a Xcopy qui est, on peut Exact. considérer l'un des plus gros artistes je NFT, vais en parler, hein. quelques jours avant, qui a décidé de rendre toute sa collection 660. Donc là, les gens s'en foutent parce que les collectionneurs d'art sont pas là pour vendre des t-shirts avec l'œuvre d'art dessus. Hein. Et du coup, quelques jours après, Kevin, tu vois, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un truc où Kevin s'est dit, moi aussi, je veux faire partie, tu vois, des OG qui sont là pour l'art, pour la beauté du truc, etc. Et je vais rendre 660. Et pour moi, la deuxième raison aussi, c'est que ce que je disais tout à l'heure, 660, c'est pas révocable. Et donc peut-être que Kevin Rose se dit, ok, je vais empêcher, si jamais on se revend derrière à quelqu'un d'autre, si jamais je meurs, si jamais il se passe quelque chose avec la collection qui fait que quelqu'un d'autre en est le propriétaire de la marque Moonbird, et ben il pourra rien faire. Comme c'est irrévocable, toute la collection sera toujours 660 et personne ne pourra changer ça jamais en fait. Peut-être que c'est un moyen pour lui de dire à sa communauté, voilà, quoi qu'il arrive en fait, l'esprit des Moonbirds sera toujours là quoi. Je suis un peu d'accord. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, exactement. En fait, je trouve ça, on pousse encore les limites de ce qu'on peut faire parce que c'est la première fois qu'on voit ça, hein, clairement, de voir une collection qui change complètement l'IP. Ouais. Moi, j'ai pas du tout en tête une collection de cette ampleur qui a complètement changé. Surtout parmi les grosses, c'est ça. Ouais. Et donc moi je trouve que c'est un peu moyen en tout cas, enfin pour les holders, tu vois, d'avoir. Moi je suis pas du tout holder. D'accord. Mais c'est un peu moyen quand même. Cours de route. Exactement. Soit la promesse, tu la lances dès le début et que les personnes qui achètent ici le contrat, ils disent ok, je suis d'accord pour ça. Mais de le changer en plein milieu, c'est terrible. C'est comme si tu achetais une maison et en fait finalement le mec qui te vend la maison, il dit en fait non, mais c'est la mienne en fait. Enfin, tu changes. C'est terrible. On parle de trucs qui s'est changé autour de 40, 50, 60 000 balles. Enfin, les gens qui achètent ça sont pas. Mais après, d'un côté, je trouve c'est quand même. J'ai l'impression que c'est un instrument juridique qui peut solutionner tous ces problèmes en fait. De dire vas-y, je mets 660, j'ai plus à prendre la tête avec la propriété intellectuelle. Ouais. Il y aura plus de soucis de ça, ouais. Exactement. T'as pas besoin d'aller envoyer d'aller menacer justement, tu vois, certaines collections, ce qui s'est passé avec Bored Ape et Raider Apes, tu vois. Enfin, t'as plus ce problème là, quoi. J'ai l'impression. Le sujet Moonbirds a le mérite de crever l'abcès du souci de la propriété intellectuelle des NFT, où en fait les choses sont pas très claires. Et où c'est vrai que c'est important de se renseigner quand on achète quelque chose avant de l'acheter pour savoir les droits qu'on a ou qu'on n'a pas sur cette collection. Et là, le problème surtout sur Moonbird, c'est que en fait, il y a une espèce de double pari. Le pari de l'équipe derrière. Et en fait, là, pour le coup, Kevin Rose, qui est une tête un peu dans ce monde-là, tout le monde avait investi sur Moonbird. En tout cas, la majorité des gens ont investi sur Moonbird. Pourquoi ? Parce qu'il y a Kevin Rose en fait derrière. Ouais. Qu'ils avaient une équipe d'entrepreneurs dans le Web 2, des contacts, etc., etc. Et donc ça, c'est ce pari-là versus le pari du collectif. Donc je le vois plus, par exemple, Bored Ape, en fait, c'est devenu un peu collectif, où en gros, les équipes, les holders des Bored Ape, aujourd'hui, en fait, ils créent des business, ils créent de la valeur, en fait. Ouais. Et donc, du coup, l'image de marque commence à prendre aussi de la valeur. Pourquoi ? Parce que, Bored Ape, ils ont leur collection, mais à côté, la commu, en fait, elle lance aussi des projets qui créent justement de la valeur. Donc, on parlait de Tomorrowland, le DJ qui avait mixé sur la main stage, etc. Enfin, c'est des initiatives comme ça qui permettent aussi de donner de la valeur à la marque. Et collective versus équipe, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment le pari, en fait, il est entre les deux, quoi. Ouais. Donc ouais, je sais pas. Ouais, il se dit que quand c'est 660, ça n'empêche pas de lancer aussi son business à côté, si on veut, avec le sien ou avec les autres Moonbirds, peu importe, mais voilà, mais ça va déclencher forcément des grosses réflexions sur les grosses collections, sur les collections à venir, sur quel droit on veut donner à nos holders et comment on garantit la pérennité de ces droits-là. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a eu un impact sur le prix. Je sais pas si tu l'as vu, mais ça a baissé, impact clairement. Ouais. Je sais pas s'il y a eu plus d'échanges
ou plus de revente en fait. En tout cas, ceux qui veulent s'acheter du Moonbird, c'est soldé en ce moment parce que le prix il est vraiment baissé. C'est soldé en ce moment. Maintenant, pas de conseils d'achat. Jamais. Alors, je serais prudent sur les. Enfin, perso, non, on va pas donner de conseils. Mais il faut savoir que fin du mois d'août, donc à la fin du mois là, il y a une grosse présentation des Moonbirds, donc de Proof, donc la boîte s'appelle Proof, qui s'appelle Future Proof, donc c'est le 30 août, et donc ils vont lever le voile sur leur roadmap, les nouveaux produits, etc. Et donc... Ok, cool. C'est bien ça. C'est un événement, ça ? C'est un événement, ouais. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Ok, d'accord. Ouais, Ils commencent à lancer ce genre d'événement. Ouais. Okay. Un peu à la Apple, cool. j'imagine, tout ça. Maintenant, c'est à double tranchant, évidemment. Soit ils lèvent le voile sur des trucs de ouf, et voilà. Soit si c'est autre que ouf, c'est-à-dire moyen, normal ou pas bon du tout, bah, ça risque d'être de pas être bon. C'est un gros risque qu'ils prennent parce qu'en plus le marché en ce moment il est vraiment pas bon quoi. Ils ont vraiment pas le droit à l'erreur parce qu'en fait avec l'annonce qu'il y a eu 660 plus ça, non. En fait ils sont obligés vraiment de lancer quelque chose qui va casser un quoi. Gros truc. Maintenant bah voilà, ils connaissent très bien le marché tout ça, donc j'imagine que s'ils font une conférence maintenant, c'est qu'ils sont sûrs d'eux. Hein. Ouais. On va voir. Donc voilà ce qu'on peut dire. Je crois qu'on a à peu près tout couvert 660. Sur le 660 et le sujet Moonbird. Je réfléchis à savoir si il me manque. Je pense qu'on va continuer de parler de ce topic-là parce que c'est une discussion qui est quand même en cours et on voit de plus en plus de space qui essaie de trouver justement, encore une fois, tu vois, c'est la communauté qui essaie de construire justement on top de cet instrument légal. Donc on va continuer parce que en fait je vois que ça construit quand même, c'est positif parce que on avance quand même in fine. Parce qu'il y avait quand même un flou. Complètement. Il y avait un flou je suis quand même. Complètement d'accord avec toi. C'est en crevant ces abcès-là qu'on réussit à résoudre des problèmes et peut-être qu'un jour, tu vois, les droits légaux seront inscrits dans la blockchain et même si jamais les Moonbirds se font racheter, la boîte qui rachète pourra rien changer à ça et comme c'est inscrit de manière irrévocable dans la blockchain, ça pourra pas bouger. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont se monter là-dessus. Peut-être que ça avancera que la plupart des collectionneurs vont finir par s'en foutre complètement et se dire en fait quand j'achète un iPhone dans la vie réelle ou quand j'achète un tableau dans la vie réelle ou une photo, je me pose jamais la question de savoir si j'ai les droits de la propriété intellectuelle de baba. Donc peut-être qu'on va finir par se dire ok finalement ça change pas grand chose à notre histoire tout ça. Ouais. Mais j'ai noté quand même, je vais finir là-dessus, que sur leur site ils ont enfin retiré le fait que les holders de Moonbird ont les droits de l'IP. C'est marrant, c'est plusieurs jours après l'annonce de Kevin, sur le site avec toujours, sur la homepage du site, t'as toujours marqué en gros, vous détenez l'IP de votre Moonbird. Et ça y est, là, ils l'ont retiré. En tout cas, si vous avez envie d'apprendre un peu plus, j'ai vu une vidéo de Carly de Warprice JPEG qui explique vraiment bien, en fait, je sais pas si tu l'as vu, qui explique vraiment bien justement c'est vraiment très technique et surtout la communauté NFT elle est pas du tout le légal, la privacy, etc. Ils sont pas du tout experts, la majorité des gens, donc non. Elle explique vraiment bien en tout cas à date comment on va le mettre dans la description. Exactement, parce qu'il y a ça et derrière il y a aussi un débat qu'elle a fait avec entre autres l'un des anciens gros DG de Disney qui s'y connaît comme personne en droit d'image, etc. Et qui a pu donner énormément d'éléments super intéressants. Cool, on le notera dans le footer. Yes. Ensuite NFTIF, ça c'est pour toi. Tiffany du coup. NFTIF. Yes, Tiffany & Co. Grosse annonce aussi, donc on le disait au début. Alexandre Arnaud, donc CEO de Tiffany & Co. Et justement, Alexandre Arnaud qui nous rejoint à l'instant pour nous en parler. Pas du tout. Pourquoi pas un jour. Donc qui est le fils de Bernard Arnault. Et justement, Bernard Arnault qui est... Bernard Arnault qui arrive. Je peux en parler. Allez, j'arrête, je te laisse parler. De la maison mère. De la maison mère LVMH. Faut savoir que de toute façon la famille Arnault ils sont très 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 focus sur le NFT, en tout cas sur le Web3. On a aussi Frédéric Arnault, un autre de son fils, un autre de ses fils qui est sur Tagueilleur et qui essaie d'intégrer aussi les NFT sur Tagueilleur. On voit Louis Vuitton qui a commencé des initiatives sur Metaverse, etc. Bon voilà. En tout cas, LVMH, on voit qu'ils sont très très imprégnés. Ils recrutent pas mal de gens d'ailleurs, si vous êtes intéressés. Ils recrutent des personnes qui sont
experts Web3, Metaverse, blockchain, etc. Donc ils veulent vraiment des project managers pour lancer des IP, des initiatives sur le Web3. Donc c'est assez intéressant comment ils avancent LVMH. Et donc du coup là, Alexandre Arnault qui a fait une grosse com, parce que pour le coup, une marque comme ça qui lance un projet NFT de cette ampleur-là, c'était assez intéressant de voir justement l'impact que ça aurait pu avoir. Concrètement, Alexandre Arnault, il est fan de CryptoPunk. Frédéric Arnault aussi. Alexandre Arnault, ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit, grâce à Tiffany & Co, des pendentifs Tiffany & Co à l'image du CryptoPunk. Il y en a eu 250 pendentifs, donc 250 NFT, qui pouvaient être mintés par les holders des CryptoPunk. Il y en a 10 000 à peu près. En tout cas, il y a 10 000 collections NFT, il y a 10 000 pièces CryptoPunk. Ouais. Et 250 seulement pendentifs dispo, donc il n'y en avait pas du tout pour tout le monde. Exactement. Le floor était très élevé. On parle de 30 Ethers sur cette collection-là. Donc à peu près 50 000 € le pendentif Tiffany & Co. À l'image du CryptoPunk. Concrètement, voilà, il fallait juste sur la plateforme montrer entre guillemets, donc le MetaMask pouvait lire justement si vous étiez holder de CryptoPunk. Si oui, procéder à la suite du mint. Tout a été sold out en 20 minutes. Ça faisait à peu près 12 millions d'euros de bénéfices, de chiffre d'affaires sur 12 millions de dollars, pardon. Okay. Chiffre d'affaires sur la collection en 20 minutes. Clairement. Plein bear market. Exactement, ouais. Sur le marché secondaire, tout le monde pouvait racheter. Mais donc n'importe qui, donc toi comme moi, on pouvait racheter le NFT. Mais uniquement les punk holders peuvent redeem le pendentif basé sur le punk. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont le lancer début 2023, ils disent. Ils vont ship justement les différents pendentifs, il y en a 250, à l'image du punk de la personne qui possède. Donc en fait, ils le fabriquent sur mesure en fonction de ton CryptoPunk. Ok, cool. Exactement. On parle d'un pendentif assez haut de gamme, Tiffany, 18 carats, enfin voilà, c'est Tiffany quoi. Donc il y a une trentaine de pierres précieuses, etc. Enfin, c'est vraiment un objet de luxe pour les personnes qui possèdent un punk. Pouvait redeem un pendentif justement à l'image de son punk. Il avait teasé plusieurs fois ce truc là sur les derniers mois. Je pense qu'il voulait juste voir la réaction de la communauté. Finalement il le lance pour la commu des punks. Et donc du coup moi je trouve c'est positif quand même pour l'image de la marque, encore une fois. C'est assez innovatif, c'est assez innovant. Tout le monde se posait la question, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut vraiment ? Parce que la communauté, elle est peut-être pas bling-bling, entre guillemets, tu vois. Est-ce que je peux trader cette collection-là ? Parce qu'il y a des gens qui voulaient potentiellement racheter, etc., qui n'ont pas pu minter, qui voulaient peut-être le racheter. Enfin, voilà. Il y a eu pas mal de débats sur cette collection. Mais globalement, j'ai senti quand même que c'était très positif, c'était très... on avançait encore un peu plus, tu vois, dans le Web3 avec une nouvelle innovation, Web2, Web3 qui commence à bridger. Je suis vraiment bullish sur ce genre je suis très bullish, moi. Sur ce genre de bridge, en fait. C'est les marques qui vont utiliser ces communautés-là pour leur offrir des droits exclusifs ou leur offrir du merch sympa. J'ai vu que là, il y avait les Cool Cats qui avaient une collab avec une grosse marque de t-shirts très connue qui s'appelle... Oh, je sais plus, mon Dieu. Moi, j'ai pas vu celui-là, ok. Si. Tu sais, c'est des bombes, des bombes cartoon. Comment ça s'appelle ? Le Adam Bomb Squad. Ah, Adam Bomber. Ah ouais, Adam Bomb Squad, ouais. J'avais entendu parler de ça. Ouais. Donc ils font une collab avec les Cool Cats là. Donc ce genre de choses en fait où les marques traditionnelles entre guillemets viennent s'emparer du monde Web3 en proposant des choses exclusives aux holders de certaines collections. Je suis hyper bullish là-dessus. Ou alors d'offrir des accès exclusifs. Et juste à noter aussi, j'ai vu passer sur cette collection NFT que beaucoup de gens ont paniqué parce que dans les détails des conditions générales de vente du pendentif CryptoPunk de Tiffany, il y avait une phrase en anglais, donc je me souviens plus du tout, mais qui en gros mettait un peu d'ambiguïté sur le fait que du coup, en achetant ce pendentif, tu donnes
à Tiffany un accès, je sais plus ce que c'était les termes exacts, mais ça ressemblait à genre irrévocable et total sur tous les biens, à Tiffany d'avoir les droits sur ton punk. Donc beaucoup de gens ont paniqué et on dit sur internet, oulala, en plus c'était après le truc des Moonbirds, donc à dire oulala, je suis en train de donner les droits de mon CryptoPunk à Tiffany, et des experts ensuite ont répondu en disant non, ça c'est un truc légal traditionnel, vous inquiétez pas, ça n'a pas du tout impacté vos droits à vous sur votre punk. Mais du coup, pour dire qu'il y a une tension, il y a quand même Tiffany, tu vois, les gens se disent, oh là, c'est bizarre, pourquoi ils me disent que maintenant c'est eux qui ont le droit sur mon CryptoPunk, etc. Surtout quand c'est une marque Web 2.0 qui se lance dans le Web 3 et qui essaye de profiter, entre guillemets, du système, ça peut faire peur. Ils ont vraiment l'habitude, parce qu'effectivement, pour avoir le droit de fabriquer et de vendre un pendentif à l'image d'un CryptoPunk, ils ont besoin que la personne ayant les droits sur ce CryptoPunk leur délègue le droit de le faire. Non, je pense que ça a eu l'impact que ça a eu à cause de Moonbird juste avant, en fait, je pense. Mais mais ça se comprend. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de juridique qui back justement tout. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de marques qui ne veulent pas se lancer là-dessus. Au Sénat américain, ils vont s'y pencher très sérieusement pour l'année prochaine. Bah, c'est sûr. Protéger le consommateur, et je pense aussi qu'il y a pas mal de marques qui veulent pas se lancer dans le Web 3 parce qu'ils n'ont aucun. Il n'y a pas de backup en fait juridique sur lequel tu peux te reposer s'il y a jamais un problème, etc. En fait, tu donnes complètement l'image de ta marque dans le vide, entre guillemets, tu vois. Mais bon, Alors tu vois, pareil, point de vue paradoxal, mais je suis très bullish sur la régulation et la réglementation. Je pense que plus on réglemente avec un cadre juridique correct, évidemment, quelque chose qui va bien, les NFT, plus ça va donner confiance à n'importe qui pour pouvoir les échanger, les trader et voilà, calmer un petit peu les esprits sur ces sujets-là. Je suis team aussi bullish sur ça parce que de toute façon, l'adoption de masse passera par là à un moment donné, il faut que ça soit régulé. Parce que c'est vrai que c'est un peu la jungle en ce moment. Et comme toute innovation, en vrai, t'as la courbe de la hype qui définit bien toutes ces innos. C'est le bordel, au début c'est le gold rush, c'est n'importe quoi. Et après, ça va se stabiliser, mais ça va être bullish sur le long terme. Mais avec un peu plus de comment dire, ça sera plus stable, quoi, en fait, parce que les gens vont avoir plus confiance, etc. Bref, petite parenthèse. News suivante. On parle de quoi? Solana hack. Le hack de Solana. J'ai pas de grave. En fait, il y a eu. De toute façon, on n'a pas. On sait toujours pas. Je vais le couvrir rapidement. Je vais le couvrir rapidement parce que j'ai pas suivi s'il y a eu un update cette semaine. Concrètement, en fait, il y a eu un hack de à peu près 10 000 wallets sur la blockchain Solana. Donc, c'est une autre blockchain concurrente ou pas de Ethereum. On parle de 6 millions de dollars dérobés en token Sol et USDC. Et en fait, après investigation, donc surtout de l'équipe Solana, ils se sont rendus compte que c'était le wallet mobile SLOPE, SLOPE, qui avait été compromis. Pourquoi? Parce qu'en fait, je comprends pas aussi comment ils opèrent, mais en fait, les clés privées des milliers d'utilisateurs étaient stockées sur des serveurs centralisés, en fait. Et il y avait quasiment aucune sécurité. Donc c'était vraiment ce qu'ils appellent vraiment sécurisation légère. Tout était transmis à des tierces et rien n'était chiffré, en fait. Donc en fait, rien à voir avec le protocole Solana. C'est juste un wallet qui a pas du tout fait le travail qu'il devait faire, c'est-à-dire justement sécuriser les assets. Et donc du coup, donc ça revient à peu près à ce qu'on disait il y a, je crois, 2-3 épisodes, justement d'avoir justement son wallet sur un mobile. En fait, il faut surtout pas le faire parce qu'aujourd'hui c'est pas du tout sécurisé, les wallets. Donc sur mobile, ils sont pas du tout sécurisés. Donc là, pour le coup, on voit qu'il y a eu il y a eu un hack, clairement, à cause du mobile. Et il y a les white hats qui ont tenté justement de faire des attaques DDoS pour essayer de récupérer, en fait, certains, enfin, en tout cas d'aller suivre le cheminement des différentes adresses. Et voilà. Et ce qui est drôle à ce moment-là, c'est que Ledger a aussi lancé un code promo 10% pendant le hack. En fait, Move Sol to Ledger pendant le hack, je crois que c'était jusqu'à dimanche. Ils ont lancé ce code promo pour, voilà, encore une fois, inciter les personnes à utiliser un Ledger pour protéger
les assets, etc. Alors, de manière générale, de toute façon, moi je suis très bearish sur trader sur mobile. Vous ne tradez pas des NFT sur mobile. Jamais. Attendez d'être devant un ordi Ouais, au calme, tranquille. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça sur le go, quoi. Ce qui est bien, c'est que Solana, la fondation Solana, ils ont créé justement un formulaire pour récupérer toutes les adresses qui ont pu être impactées, Ouais. et donc du coup Et pour rembourser. avoir potentiellement une compensation. Ok. Exactement. Ils Stylé. veulent potentiellement compenser. Parce qu'en fait, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que ce hack, franchement, il y a eu une communication, un bad buzz assez important pour 6 millions de dollars. Je vais pas dire que c'est pas beaucoup, hein. Pour 6 millions de dollars, il y a eu beaucoup de Non, effectivement, de 6 millions, bad buzz, etc. c'est 6 millions dans le domaine de la crypto en termes C'est de énorme, hack. mais- C'est pas dans les plus gros hacks. Mais voilà, on en voit toutes les semaines plusieurs centaines de millions d'euros. Oui. Et en fait, c'est juste qu'il y a eu un hack de beaucoup de wallets. On parle de 10 000 wallets. Ouais, c'est ça l'importance de ce hack. C'est et- beaucoup c'est de gens ça, en qui ont fait. été touchés. Normalement, ça touche peut-être 2-3 personnes. Exactement. Là, ça en touche vraiment des milliers, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il y a eu voilà. Ouais, bah écoutez, on ne peut rien vous dire d'autre que juste ne tradez pas sur mobile et allez voir les vidéos de Ledger si Et vous voulez protégez-vous. savoir. Pour vous Ouais. protéger. Et- Il y a un site du C'est coup que j'ai important. découvert au passage qui s'appelle Rekt, R-E-K-T, qui est, je pense, très connu dans le milieu de la crypto. Et donc c'est un site de news qui Rekt, ça veut dire échouer. Et donc justement, c'est un site qui répertorie tous les hacks qui ont eu lieu dans le domaine de la crypto. D'accord. Ouais. C'est bien ça. Et donc c'est plutôt cool parce que pour chacun d'entre eux, ils vont décrypter ce qui s'est passé et ainsi de suite. Et donc ils ont un onglet que je vous invite à regarder si jamais vous avez le temps et ça vous intéresse, qui s'appelle Leaderboard, où en fait il y a un classement de tous les plus gros hacks de l'histoire des cryptos par ordre de dollars volés, entre guillemets. Et donc pour vous dire, le projet Solana là, dont on a parlé est 74e sur cette liste. Tu saurais deviner le Ah plus oui, gros quand ou pas? Ok. À ton avis, le plus Non. gros 624 millions de dollars. C'est le jeu là, Ouais. Play to Earn. Ouais, Non, bravo. c'est celui-là. Bien joué. Ouais, c'est Euh, Ronin. je- Ronin, le réseau Ronin de Axie Infinity. Axie. Ah ouais, c'est ça, c'est Axie. Ouais, je me souviens. Ouais, celui-là. Euh, Mon Dieu, donc voilà. les pauvres. Tu vois le leaderboard, tu peux cliquer sur n'importe quel sujet et tu as un descriptif complet de tout ce qui s'est passé là-dessus. On le mettra dans la description. Je pense Yes. que c'est un bon site. Grave. Starbucks? Yes. Ça, c'est toi, ça. Je sais pas Starbucks. ce qu'ils ont fait, Starbucks. Yes. Ah, ils ont fait. Ils sont très très avancés, Starbucks, Ah ouais encore une fois. Hein. Ouais. En fait, Starbucks, déjà, ils ont un programme de fidélité dans le Web 2 qui est un des programmes les plus avancés. Ok. Ils ont commencé il y a très longtemps. Ouais. Aujourd'hui, en fait, c'est un programme de fidélité où en fait tu peux charger ta carte. Donc ils ont une propre carte Starbucks Ouais. où tu peux charger et tu peux utiliser cette carte pour acheter du café, Ouais. entre guillemets, ou autre Jusqu'à chose. là, tout va bien. Donc, on parle vraiment d'une banque. On parle vraiment d'une banque, hein, parce qu'il y a Ah bon plusieurs millions des millions de dollars stockés sur ces cartes. Ok. Starbucks. Ok. Enfin, il le compare à certaines banques, hein, tellement que c'est Putain. immense, parce que j'ai pas les chiffres en tête. Je le noterai Je dans le savais pas footer. du tout. Franchement, c'est impressionnant. Je savais pas du tout. Et en fait, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sortent une collection NFT qui est une extension justement du programme Ok. de fidélité. En fait, ce qu'ils appellent le spend to earn. Plus tu dépenses, plus tu gagnes. Ouais. En fait. Ouais. Et en fait, ils veulent digitaliser justement le membership en NFT ou en crypto, parce que du coup, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ils veulent comment ils peuvent earn justement c'est du cashback, hein, en fait. C'est du cashback Ouais, ouais. concrètement. Ouais. Mais sauf que ça va être pour les clients, ou en tout cas les ambassadeurs entre guillemets de la Très de la stylé. marque Starbucks. Très cool. Très bullish sur le côté fidélité, Ouais. récompense via les NFT. Je pense que ça va exploser dans les années à venir, quoi. Mais voilà, ils ont rien annoncé, vraiment rien. C'est juste une petite news. Le CEO, il est très très bullish sur le Web 3, donc ils avancent très vite. Ils avaient déjà lancé une collection NFT il y a, je sais pas, plusieurs mois, Ouais. mais c'était un petit truc juste pour tester, je pense, Ouais. un test un peu technique. Ouais. Et donc là, voilà, on parle d'un vrai projet qui fait sens en fait, hein, complètement. Franchement, ça fait sens. Hein. Oui, carrément. Carrément de ouf. Une nouvelle Je pense expérience. que franchement, je vois pas dans 10 ans, je vois pas une marque de retail qui a pas son NFT pour reward
les plus fidèles aficionados de la marque, avec des rewards derrière, des invitations à des événements, des réductions, des drops d'artistes aussi, pourquoi pas. Ensuite, j'ai Muse, l'album de Yes. Muse, sous forme de NFT. Ouais. 9e album, studio qui sera lancé, je crois, à la fin du mois, Oui. sur la plateforme serenade.co. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire 1000 copies à 20 livres, donc pound. Ah, ok. Ouais, en fait, ils veulent faire un petit truc parce que en fait, serenade.co, je le mettrai dans la. J'ai digué un peu. C'est un espèce de Kickstarter en fait. C'est un espèce de Kickstarter où tu peux. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire du pressing, tu vois, donc vinyle, mais sous forme de NFT. Donc les personnes qui ont la copie NFT, enfin digitalisée, ils vont avoir accès à plusieurs choses, notamment l'album enfin de l'artwork, l'album en avant-première, enfin voilà. Ça va faire partie de la communauté proche de Muse. Donc Muse, donc c'est une grosse news pour serenade.co parce que du coup ils ont intégré Muse dans le projet, qui est voilà un groupe de musique un peu iconique dans le monde du rock, pop. Et donc du coup ils veulent tenter ça, l'expérience. Donc on le verra, c'est le 26 de mémoire. Cool. 26 août le lancement. Cool. Donc pour 20 pounds. Donc en plus ils ont bridgé, hein, pas besoin d'avoir un wallet, etc. Tu peux payer en CB. Cool. Voilà. Il n'y a que 1000 copies. Et donc du coup, les personnes... C'est vraiment, ils simplifient le process très cool. de mint. Ouais. Je sais même pas si on peut appeler ça un mint. En vrai, c'est sur... t'as l'impression que vraiment t'achètes un... C'est sur quelle chaîne, tu sais, ou pas? Chaîne, c'est-à-dire Blockchain, pardon. Aucune idée. J'ai pas regardé justement le détail technique derrière. J'ai juste vu que ils allaient se lancer, en tout cas tester ce lancement un peu innovant. Je regarderai un peu plus dans le détail de comment techniquement... En fait, c'est la plateforme serenade.co qui opère en fait en Web3. Polygon. Ils sont sur Polygon, donc Layer 2. Ils sont Polygon, ok. Bon, ça m'étonne pas. Ouais. Très cool. Ça, c'est intéressant. J'ai Clonix aussi, clone.tools. En fait, c'est la communauté Clonix, du coup, qui a créé un site. Ah ouais. J'étais pas allé le voir, mais en fait, oui, j'avais vu passer ce truc-là. Ouais. C'est un Blender, en fait. C'est un plugin Blender. En fait, Blender, c'est le logiciel 3D qui permet justement de créer des... Enfin, c'est le Photoshop du 3D. T'as commencé à jouer un peu avec Blender ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Mais ce qui est intéressant, enfin, j'ai testé un petit peu, mais il faut des compétences un peu. Il faut se pencher, quoi. Si t'as 0 compétences, il faut passer un peu de temps sur YouTube pour apprendre à utiliser. C'est comme faut tout plaquer et faire que ça pendant 6 mois. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, en fait, la communauté Blender, enfin la communauté Clonix a créé un plugin Blender justement pour les holders du Clonix, parce que si on fait un flashback sur ce qui s'est passé, en fait, Clonix, t'en sais un petit peu plus que moi, mais ils ont sorti justement aux holders les fichiers sources de leur avatar, de leur NFT. Ouais, les fichiers 3D, en fait, la communauté puisse recréer derrière via des logiciels de création. Voilà. Laisser pousser à la créativité. Donc, du coup, en fait, la communauté Clonix a créé justement clone.tools qui permettrait justement d'aller avoir des plugins vraiment assez simples pour pouvoir utiliser les fichiers sources sur la plateforme Blender. Trop cool. Et c'est impressionnant comme certaines communautés construisent énormément au-delà de l'équipe fondatrice d'un projet. Tu vois, je pense à Jenkins The Valet chez les Bored Ape qui est en train de lancer son propre métavers carrément après avoir sorti son livre. Ah oui, ok. Tu regardes. Enfin, on diguera un jour, mais il a monté un truc qui s'appelle Azure Bala, qui est un vrai petit métavers, mais avec une histoire qui ressemble un petit peu à un jeu vidéo un peu point and click, tu sais, où t'as juste des scènes qui bougent pas en fait, où tu veux juste résoudre des énigmes en cliquant à certains endroits avec du texte. Bref. Mais du coup, tu vois, demain, je verrais bien. Ce serait marrant de voir, un membre d'une communauté devenir encore plus célèbre, tu vois, que la collection d'origine au départ, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça, je trouverais ça vraiment marrant, et je pense qu'il y a des gens qui sont très très chauds et qui vont vraiment s'approprier leur avatar et en faire quelque chose de vraiment, vraiment fat, quoi. Et ça, c'est le pouvoir de la décentralisation, en fait. C'est que l'émetteur du projet, il lance le projet, il fait la communication, le marketing derrière le projet au lancement, et après, il laisse tourner complètement l'image
et il laisse justement la communauté travailler. Et on voit pas beaucoup ça, hein. En vrai, on le voit que sur. Moi, je le vois quasiment que sur Bored Ape, où vraiment il y a des gros projets d'ampleur assez importante, hein. On avait fait un épisode, je crois que c'est l'épisode 3, où vraiment on couvrait une douzaine de projets qui avaient été créés on top de Bored Ape. Ouais. On le voit très peu sur d'autres collections. Mais je pense que tu as raison, ça c'est encore une fois, ça donne de la valeur à la communauté. En fait, on a envie de faire partie de ce groupe-là parce que tu peux avoir accès à certaines choses que d'autres n'ont pas. Oui. Donc, ouais. Et j'ai deux petites news. Vas-y. Magic Eden, en fait, c'est la deuxième plateforme concurrente d'OpenSea qui, à l'origine, était sur le protocole Solana. Ouais. Intègre aujourd'hui Ethereum. Magic Eden, il faut savoir qu'il est valorisé à 1,6 milliard. C'est énorme pour une plateforme qui a que du Solana. Aujourd'hui, ils intègrent ETH. Okay. C'est ça. En fait, ce qui est intéressant avec Magic Eden, c'est qu'ils écoutent énormément leur commu. En fait, il y a des updates quasiment toutes les semaines. Versus OpenSea, en fait, t'as l'impression que la plateforme, elle n'a pas changé depuis un an. Ouais, effectivement. On en avait parlé, OpenSea s'était lancé, victime de leur succès. Enfin, ils se sont un peu perdus sur le bull market. Et du coup, j'ai l'impression ils essayent de retrouver vraiment de se remettre en rail, sur les rails. Oui. Là, Magic Eden, ils sont un peu plus... J'ai l'impression... Bon, après, voilà, ils arrivent deuxième peut-être aussi, ça aide. Hein, quand t'es follower, ça aide un peu plus. Mais Challenger, je voulais dire. Mais du coup, les utilisateurs adorent Magic Eden pour ça. C'est qu'en fait, il y a des updates assez souvent. Ils écoutent beaucoup la communauté sur les features, etc. Donc voilà. Et ils veulent aussi lancer le bridge CB. CB avec la crypto NFT. Bridger l'achat du NFT avec la CB et faire la conversion en ETH et Solana. Ok, d'accord. Donc c'est prévu directement sur la plateforme. J'ai du mal à voir comment des plateformes peuvent venir concurrencer OpenSea. Parce qu'en fait, ils ont un tel momentum, c'est tellement utilisé par tout le monde aujourd'hui, y compris en Solana, beaucoup en Ether évidemment. En fait, la plateforme est tellement dominante, OpenSea, que je me demande vraiment s'il y a de la place pour une seconde plateforme. Peut-être via de la spécialisation, ça peut être le cas. Solana et le côté communauté, peut-être pourquoi pas. Peut-être des plateformes comme Super Rare qui sont là et qui vont pas lister tous les projets, mais qui vont sélectionner, de manière très drastique les artistes qui ont le droit d'être présents sur la plateforme. Une espèce de curator serait intéressant. Et peut-être que demain, il y aura des marketplaces spécialisés dans certains sujets très précis. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans un monde dominé par OpenSea, quoi. Ouais, mais après, moi, j'aime bien la concurrence. Il y a de nouvelles plateformes qui innovent. Enfin, moi, pour avoir utilisé Magic Eden, je trouve vraiment... Tu sais, les play to earn, tu peux jouer directement sur Magic Eden. C'est-à-dire que voilà, j'avais testé un FPS d'une collection. Et en fait, tu jouais directement... sur la plateforme, t'avais pas besoin de télécharger rien du tout, tu lances. C'est quoi le FPS? Tu fais le play directement. Il faut que je retrouve, je sais plus. Alors c'est vraiment un petit jeu. Ouais, d'accord. C'est un petit jeu, hein, c'est pas Counter Strike, hein, oui, mais c'était marrant, tu vois, de se dire en fait je peux acheter mon avatar et en fait j'achète mon avatar et je fais play juste après et en fait tu vois ton avatar qui est dans le jeu, mais t'es sur Magic Eden en fait. Ouais. Donc c'est des petits trucs comme ça qu'on voit pas spécialement sur OpenSea pour les play to earn. En fait, obligé de passer par plusieurs plateformes, etc. Ok. Moi, je trouve que c'est juste, ça simplifie l'expérience utilisateur. Ils ont des trucs qui peuvent être leverage et c'est pour ça qu'ils sont valorisés aussi à 1,6 milliard parce que il y a un vrai projet derrière en fait. Et ok, ils étaient que sur Sol et c'est pour ça que ils n'avaient pas autant de volume que Ethereum parce que Ethereum c'est quand même c'est la blockchain la plus préemptée pour les NFT. Aujourd'hui, ils intègrent Ethereum. OpenSea a intégré Solana. Donc Solana, c'est le deuxième protocole pour les NFT. Donc du coup, voilà, on voit que les plateformes se mergent, en tout cas se marchent sur les différents... ils vont aller chercher de la croissance là où ils peuvent. Hein. Mais intéressant. C'est dans le bear market qu'il y a peut-être des choses à faire et à disrupter, en fait. C'est peut-être ça qu'ils disent. Ouais. Toujours. Ok. On est bon sur tes news? On est bon. Après, le petit truc qui est drôle, c'est Gucci qui accepte les ApeCoins aux US
pour acheter. Mais non. Voilà, si vous rentrez dans une boutique Gucci aux US, vous pouvez payer avec des Apecoin, des sacs, etc., etc. Ouais, ils ont intégré ça. Je pense qu'ils ont un lien avec Yuga Lab, Gucci. La maison mère Gucci. Putain, il doit avoir un business ou en tout cas un projet avec Yuga Lab, parce que intégrer Apecoin c'est quand même assez c'est assez drôle. Enfin, je l'ai pas vu venir celui-là. Ah ouais, non, pas du tout non plus. Et c'est du marketing après. Ouais, bien sûr. C'est du marketing. C'est en plus un coin qui est assez volatile. Donc, ouais, il s'est bien cassé la gueule aussi. Ouais. C'est marrant. Mais j'ai hâte de voir, tu vois, j'ai hâte d'être à la rentrée là. Parce que je sens que là, c'est trop calme là. C'est trop calme, il y a trop de gens qui sont en train de construire des trucs. Calme, je pense, il y a des trucs. Je pense, à mon avis, tu vois, j'y connais rien, j'en sais rien, tu vois. Mais je verrais bien un truc du genre, beaucoup de grosses collections, beaucoup de gros gars dans le milieu ont déjà préparé leur truc et ils attendent tous le bon moment pour, tu vois, lever le voile sur le truc. Donc peut-être que Proof, tu vois, là, le 30 août, ça va être le déclencheur ou derrière ça va décomplexer les autres et les autres vont se dire ok, c'est parti, nouveau bull market, on recommunique quoi. Ou pas. Ouais. Bah, de toute façon, on va voir en septembre. Mais à mon avis, il y a beaucoup de choses dans les cartons. Ouais. Il se passe souvent des choses. Et il y a pas mal de gens qui veulent rien lancer en ce moment parce que le marché, il est trop... Ouais, mais carrément, je ferais pareil. Le sentiment est trop négatif. Je ferais pareil. C'est trop négatif. Je ferais pareil. Mais bon, ça te permet aussi de prendre le temps de construire, de peaufiner ton projet, etc. Ah ouais, et de carrément. préparer justement le lancement pendant le bull, quoi. Mais S'il si faut, tout le monde fait la même chose pendant le bull, c'est aussi beaucoup de concurrence, quoi. Ouais. On l'a bien vu, Goblin Town qui a bien fonctionné pendant le beer parce qu'ils se sont lancés pendant le beer market et d'autres projets ont voulu suivre. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ouais. Cool. Bon, Devac, profite bien du reste de tes vacances. On a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Merci. Et puis on se rejoint la semaine prochaine, je pense, pour un nouvel épisode. Super. Yes. Ça roule. Merci à tous. Allez, salut, merci à tous. Salut. Bye. Ciao. Bye.